Récemment, il y a eu une étude qui est sortie et qui pourrait révolutionner la façon dont on voit le bien mal nommé TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et surtout dont on le détecte. C'est un sujet de recherche intensif dans le domaine des neurosciences et de la psychologie. Le truc, c'est que quels que soient les quelques articles qui en parlent bien, ce n'est pas évident de comprendre pourquoi et comment, tellement ça aborde des domaines complexes et complexifiants, voire complexifiatifs. Et je me suis donc dit, allez, c'est pour nous. Je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI, neuroatypiques et compagnie, à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique cependant. Et comme d'habitude, cet épisode vous est offert par les contributrices de ce podcast que je remercie intensément du fond du cœur. Intensément Podcast, en effet, n'existe que grâce au financement participatif et je vous demande à tous, s'il vous plaît, une contribution à mon travail dans la mesure de vos possibilités, évidemment. Contribution qui peut être ponctuelle ou régulière afin de me permettre de continuer à vous transmettre le maximum de connaissances fiables possibles sur tous ces sujets. Il y a donc un lien direct, un lien unique dans la description de cet épisode. Merci intensément à vous aussi et bienvenue sur notre vaisseau spécial. Alors c'est un truc qui revient souvent dans les questions que je reçois, à savoir comment est-ce que le diagnostic de TDAH est réalisé, et la plupart des gens ne savent pas que le diagnostic de TDAH est ce que l'on appelle un diagnostic clinique. Cela signifie que c'est un diagnostic qui est établi principalement sur la base de l'observation en consultation des symptômes et du comportement du patient, avec des entretiens et des questionnaires à remplir par le patient, son entourage familial, scolaire ou professionnel. On ne se base donc pas sur des tests biologiques ou des marqueurs physiologiques spécifiques, c'est-à-dire du corps, du cerveau. Détecter un TDAH avec des IRM ou des scans. Alors il y a déjà eu des tentatives d'identifier les caractéristiques physiques du TDAH dans le câblage cérébral, mais le TDAH se manifeste différemment chez diverses personnes, ce qui pourrait être lié par exemple à la manière dont les différents systèmes cérébraux fonctionnels interagissent entre eux. Et jusqu'à présent, la plupart des études n'avaient pas examiné les effets dans tout le cerveau. Donc, une étude menée par les chercheurs de l'Oregon Health and Science University, OHSU, c'est une étude portant sur plus de 6000 personnes. 6000 personnes et dirigée par le professeur Mooney. Ces chercheuses, parce qu'il y a des hommes et des femmes, donc ce sont des chercheuses, ont remis en question la méthode traditionnelle qui consiste à examiner si les enfants atteints de TDAH montrent des différences dans des réseaux ou zones spécifiques du cerveau. Les études de neuroimagerie sur le TDAH ont été entravées par de petits échantillons, de faibles effets et des différences entre les méthodes d'études, écrivent le bioinformaticien Michael Mooney et ses collègues dans leur article publié sur The Journal of Neuroscience. Au lieu de cela, ces chercheuses se sont penchées sur le réseau du mode par défaut du cerveau. Vous savez, le réseau du mode par défaut du cerveau, on en a parlé pour débunker l'idée que la pensée en arborescence existerait uniquement chez les HPI. Ce fameux réseau du mode par défaut du cerveau, ou appelé aussi connectivité au repos, ça fait référence à l'activité cérébrale spontanée observée lorsqu'un individu ou une individu est éveillé mais pas engagé dans des tâches cognitives spécifiques. Le réseau du mode par défaut, c'est celui qui s'active quand on laisse libre cours à ses pensées par exemple. En gros, quand on ne fout rien. D'où le côté révolutionnaire de cette étude. Et vous avez sur cette image, issue de l'article du Science Alert et du Wikimedia, les images donc du réseau mode par défaut, du mode réseau par défaut, du mode réseau par défaut, avec les connectivités entre les régions du cerveau en rouge, verte et bleu. Il est mesuré, lui aussi, comme le réseau quand on s'active, par l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. La connectivité au repos est devenue un outil précieux en neurosciences pour comprendre le fonctionnement cérébral. Ce mode par défaut a en effet son importance et il est complémentaire aux études basées sur les tâches spécifiques lorsqu'on est en action, lorsqu'on nous demande de réfléchir, de calculer, de lire nos capacités cognitives. Les méthodes d'analyse les plus couramment utilisées permettent d'identifier et de caractériser les différents réseaux au repos, qui sont associés à diverses fonctions cognitives et émotionnelles évidemment. Et cela donne des renseignements sur leur possible rôle
dans le fonctionnement cérébral normal ou pathologique, vous allez comprendre. Mais en tout cas, ces études ont des applications cliniques potentielles, puisqu'on n'en est qu'au début, notamment dans l'étude des troubles neurodéveloppementaux, évidemment, psychiatriques ou neurodégénératifs, où des altérations de la connectivité fonctionnelle au repos ont été observées dans tous ces troubles-là. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième outil étrange a ensuite été introduit, si j'ose dire. Le Polyneuro Risk Score, PNRS. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Autant le mode de réseau par défaut, on en avait entendu parler, autant là, Polyneuro Risk Score, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Le Polyneuro Risk Score, PNRS donc, c'est une approche innovante qui utilise les données de la connectivité cérébrale pour évaluer le risque de conditions de santé telles que par exemple le TDAH. Ça se fait en plusieurs étapes. Premièrement, les chercheuses collectent les données d'observation de l'activité cérébrale spontanée et les connexions fonctionnelles entre différentes régions du cerveau. 2. Les chercheuses, donc, famille nombreuse, analysent ces données pour identifier les modèles de connectivité cérébrale, c'est-à-dire comment l'activité de différentes régions du cerveau est corrélée. 3. Les chercheuses comparent les personnes diagnostiquées, par exemple là, dans le cas du TDAH, avec celles qui sont normales. Et 4. En utilisant les modèles de connectivité, les chercheuses développent le PNRS, c'est-à-dire un score qui intègre les informations sur la connectivité cérébrale pour prédire la probabilité d'avoir ou de développer le TDAH, c'est-à-dire on fait le sens inverse. Les chercheurs ont donc calculé et construit ce score de PNRS pour représenter ce qu'elles appellent l'effet cumulatif total de toutes les mesures de connectivité fonctionnelle au repos dans tout le cerveau liées aux symptômes du TDAH, ce qu'ils ont appelé le TDAH-PNRS. Le TDAH-PNRS était associé significativement aux symptômes du TDAH dans les deux groupes testés. Dans le groupe de l'Oregon, les personnes ayant un TDAH-PNRS dans les 10% les plus élevés étaient 3,86 fois plus susceptibles d'avoir un TDAH diagnostiqué que les autres. Lorsque l'analyse a été répétée pour ceux ayant passé un deuxième scan quasiment 2 ans plus tard, la force du lien entre le PNRS et le TDAH était presque exactement la même. Ce qui indiquerait peut-être une certaine fiabilité. Les associations les plus fortes avec le TDAH étaient associées aux régions les plus actives du réseau du mode par défaut, et une structure appelée Cingulo-Opercular Network. Alors j'ai pas réussi à trouver le nom précis en français, ça doit vouloir dire le réseau cingulo-operculaire, voilà, qui comprend des zones du cerveau impliquées dans le contrôle cognitif, donc de nos fonctions cognitives, de l'attention et de la surveillance des tâches, donc vous repérez là plusieurs problèmes qui peuvent s'opposer au TDAH, mais aussi aux autistes et à d'autres troubles ou pathologies, et on sait que plusieurs recherches ont indiqué que la dysrégulation de ces réseaux operculo-singulaires ou cingulo-operculaires, ou comme vous voulez les appeler, contribue au TDAH. Par contre, il a été trouvé que ce PNRS-TDAH ou TDAH-PNRS ne correspondait pas vraiment au score de risque polygénique, les scores qui indiquent la probabilité génétique d'avoir un TDAH. Les chercheurs pensent que cela est dû aux influences environnementales qui contribuent également au TDAH. Et donc Mooney et son équipe concluent qu'il est encore nécessaire de réaliser davantage de recherches, évidemment, pour déterminer comment les gènes, l'environnement et les connexions cérébrales interagissent tout ensemble, pour causer le TDAH. Cela dit, ce PNRS pourrait être un prédicteur utile, très utile du TDAH. Donc l'étude a bien révélé que des signaux provenant de toutes les régions du cerveau contribuent au risque de TDAH, ce qui indique que les conditions comportementales ne devraient pas être considérées de manière isolée. Tout serait connecté. Le trouble impliquerait l'ensemble du cerveau. Bien que l'utilité clinique de ces découvertes soit encore en cours d'évaluation, parce que c'est compliqué, non seulement on est en train encore de regarder les résultats maintenant, d'analyser tout ça, mais en plus vous imaginez au niveau clinique comment est-ce qu'on doit faire passer un IRM FFFFF. Mais en tout cas, les résultats pourraient améliorer les méthodes de prédiction de la présence et de la gravité du TDAH chez les enfants à l'avenir. Et comme vous le savez, plus on décèle le TDAH tôt, mieux c'est pour l'avenir de la personne, parce qu'un TDAH non diagnostiqué et non pris en charge augmente les risques de comorbidité, troubles anxieux, dépression et tout un tas d'autres troubles, augmente aussi les risques de persistance à l'âge adulte et de gravité. Bref, vous avez compris, il ne s'agit pas évidemment d'un test qu'on mettrait dans le nez, dans la bouche ou dans le...
Mais il s'agit pour l'instant d'imaginer qu'on pourrait, à travers cette méthode, il serait possible un jour de créer un test de TDAH. On est pour l'instant dans le flou parce que comme l'a précisé l'excellent, le seul, l'unique Russell Barkley, le professeur Russell Barkley dont je vous ai parlé dans un épisode précédent et que vous pouvez lui aussi suivre sur sa chaîne YouTube, dans une vidéo appelée « Est-ce que les neuroimageries, les IRM et les scanners peuvent être utilisés pour le diagnostic de TDAH ?» Une vidéo qui, je le précise, a été faite avant la sortie de l'étude sur le PNRS dont on vient de parler maintenant. Russell Barkley posait bien les limites jusqu'à présent de ces méthodes et de ces études. À savoir, la plupart de ces études qui se basent sur ces méthodes sont très bien, mais les différences que l'on peut voir en lisant ces études sont non seulement petites, mais en plus visibles si on compare un groupe large à un autre groupe large. Par exemple, un large groupe de personnes qui ont le TDAH versus un large groupe de personnes qui seraient neurotypiques, entre guillemets. Là, on verrait des différences. Mais lorsqu'on s'intéresse à l'individu simplement, à partir de là, les différences s'estompent, elles sont vachement moins prononcées et on ne peut pas précisément voir de différence sur le cerveau d'un individu qui a un TDAH versus le cerveau d'un individu qui l'a pas. Alors, encore une fois, la vidéo de Russell Barkley a été faite avant la sortie de cette étude sur le PNRS dont on vient de parler. Et je ne sais pas si cette nouvelle étude peut chambouler tout ça ou pas, je n'en sais absolument rien, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc le test de TDAH, c'est pas pour tout de suite, je suis vraiment désolé pour ce titre, mais ceci dit, on a eu quand même beaucoup de réflexions, hein, j'espère en tout cas pour vous, et si jamais cela vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, je vous enjoins s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important pour moi pour pouvoir continuer, de pouvoir aider ce média, aider ce podcast grâce à vos donations, de faire les gestes qui aident pour ce podcast et je vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent, intensément, c'est le show potentiel, chaud.